Bonjour à tous. Je m'appelle Valérie Lonchi, je suis cofondatrice de Chatlegalia et présidente d'Avotech. Je suis ravie d'être ici aujourd'hui auprès de personnalités éminentes du monde juridique et de la tech pour vous parler de l'intelligence artificielle, de comment révolutionner votre pratique juridique avec l'intelligence artificielle pour plus de productivité et de profitabilité. Sans plus attendre, je vais vous présenter mes différents intervenants qui vont compléter leur présentation au cours des réponses à leurs questions. Donc, je vous présente Thomas Saint-Aubin, qu'on ne présente plus, cofondateur de Séraphin Légal et directeur de l'innovation à MyLegitech. Martin Bussy, président de Légal Innovation. Thibaut Douville, professeur des universités agrégé de droit privé. Et Arishan Utayakumar, j'espère que je n'ai pas trop écorché votre nom, président d'Assas Junior Conseil. La première question qu'on va poser à nos intervenants, c'est quel est l'impact, quel est l'état du marché du droit aujourd'hui et l'impact de l'intelligence artificielle sur ce marché? Commencez. Bonjour à tout le monde. Pour peut-être compléter d'où je parle, j'ai cofondé Jarvis Legal il y a un paquet d'années, qui a été vendu récemment à LexisNexis, et je finis une thèse en économie sur l'innovation appliquée au marché du droit. Et Légal Innovation, effectivement, est une société qui fait du conseil, notamment pour accompagner les juristes et les avocats dans leur, on va dire, transformation digitale, même si le terme est un peu galvaudé, en tout cas dans la capacité à utiliser concrètement des solutions digitales. Le marché du droit et l'IA, puisque c'est ça la question à peu près. L'IA est une technologie qui existe depuis en fait un certain nombre d'années et qui commence à avoir des applicatifs de plus en plus concrets. Et la révolution vraie, ça a été ChatGPT, parce que le grand public a été mis en relation avec l'outil IA, même s'il pouvait exister déjà dans un certain nombre d'outils. Et donc depuis ChatGPT, tout le monde se dit « Ah bah, on va se faire manger, ChatGPT va nous bouffer, est-ce qu'on sert encore à quelque chose ?» Et les avocats sont parmi les plus grands craintifs de ce produit, alors que de mon point de vue, ce sont sans doute les derniers qui vont être vraiment confrontés à une menace de la part de l'IA. C'est quoi les applications qu'on peut déjà lister en termes d'IA, pour être très pratique? La relecture de contrats, ça se fait très bien avec de l'IA, et un certain nombre d'outils existent déjà, donc il n'y a même pas besoin de se faire des nœuds au cerveau pour trouver des solutions qui sont capables de faire ça. Évidemment, des outils comme Doctrine ou Predictis ou LexBase sont assistés par de l'IA pour vous faciliter encore plus la capacité à extraire de l'information. Vous avez maintenant ce même type d'outils pour vos propres données en interne. Là, on arrive à un deuxième usage de l'IA, parce qu'il y a l'IA, on va dire, globale, qui va aller chercher de l'information sur le marché, et puis il y a l'IA qui va aller chercher vos informations sur vos systèmes. Et la vraie mine d'or de l'information, c'est pas l'information que va vous donner ChatGPT parce qu'il a scrollé Google pendant des années, je caricature, mais c'est quand même l'idée, c'est l'outil qui va vous permettre d'aller chercher vos données dans vos documents, dans vos emails, et si possible depuis 20, 30 ou 40 ans. Donc si vous êtes notaire, ou si vous êtes dans un cabinet d'avocats qui a énormément de profondeur historique, là, vous avez des choses qui ont énormément de valeur. Et vous êtes confronté à un problème, dont on parlera tout à l'heure, qui est que cette donnée n'est pas du tout hiérarchisée, n'est pas du tout structurée, n'est pas du tout indexée. Donc si vous mettez quelqu'un de très intelligent devant des données qui ne sont pas organisées, il ne va pas aller bien loin. Donc en fait, le boulot, c'est aussi de comprendre que qui dit IA, dit data. Où est la data? Comment elle se présente? Comment est-ce qu'on peut la mettre en mouvement? C'est pour ça qu'un des enjeux principaux de l'IA, ça reste d'abord et avant tout le sujet data. Donc je ne vais pas aller plus loin pour l'instant, mais vous voyez qu'on est clairement dès aujourd'hui dans le sujet de l'IA. Et justement, pour aller plus loin, on peut se demander quelle est la définition de ce qu'on appelle les biens communs numériques et quelle stratégie d'innovation collaborative on peut mettre en place pour co-développer les usages et le business avec les biens communs numériques, Thomas. Oui, merci Valérie. Pour dire un mot sur le marché de manière macro, il a évolué très vite. Certains d'entre vous ont connu l'avant 2014 et maintenant nous sommes 10 ans plus tard. Je vous rappelle en 2014 que ce que nous avons fait, on a ouvert le droit. Donc les datas étaient librement réutilisables. Donc je m'en suis occupé personnellement. Donc on a mis les 10 bases de données de Légifrance en open data. Moi à l'époque, quand j'étais universitaire, il fallait payer. On était un labo de recherche ou une start-up, il fallait déjà payer 70K pour accéder aux bases de données juridiques. Vous pouviez récupérer les données HTML, mais vous n'en faites pas grand-chose, vous n'avez pas accès aux données. On a fait déjà un choix historique pour introduire les communs, c'est qu'on avait deux possibilités, pour ceux qui connaissent un peu les stratégies juridiques des communs. Alors les communs, c'est quoi? C'est les biens qui sont insusceptibles d'appropriation, dont un collectif a défini des règles de gouvernance.
Moi, j'ai une brigade verte dans le 20e, on a du matériel, on a défini les règles d'accès pour nettoyer le quartier, c'est un commun. Dans le numérique, on a plein d'autres communs. À l'époque, au niveau de l'État, on avait 2 stratégies. Soit on ouvrait sous des licences permissives, on va ouvrir ce bien public et le privé va se l'approprier, va créer de la valeur. Soit on crée des biens communs et on va mettre ce qu'on appelle des licences virales et l'État va avoir un retour sur l'innovation qui va être faite à partir de ça. On a fait le premier choix. À mon grand regret à l'époque, on a mis ça sous la licence CC BY. Et imaginez ce qui aurait pu se passer si l'innovation qui a eu lieu depuis 10 ans avec des doctrines, des prédictifs, des case law, si l'État, dans sa V2 de Légifrance, avait pu en utiliser une petite partie. Imaginez ce qui se serait passé maintenant en termes d'IA générative sur le droit français si on avait pu mutualiser des biens communs autour des données françaises enrichies. Ce n'est pas le choix que nous avons fait, on a fait un autre choix. 10 ans plus tard, on a cette problématique de concurrence au niveau de l'IA entre les 2 droits, le droit de common law et le droit de civil law. Et si vous prenez vous avez peut-être vu qu'il y a un modèle de fondation, donc un LLM qui est sorti récemment, qui s'appelle Salt, qui est entraîné sur 30 milliards de tokens, donc de données juridiques ouvertes à l'international, dont environ, je crois, 300 millions de données européennes et aucune française, parce que ce sont des données anglaises. Donc aujourd'hui, le modèle de langage universel, quand vous créez une IA, si certains d'entre vous sont intéressés de créer une IA, vous pouvez repartir des biens communs. Vous avez intérêt à partir des biens communs, parce que si vous voulez investir la première ligne de code, ça va être très compliqué. C'est un modèle de fondation qui est d'abord anglophone et très largement entraîné sur des corpus anglo-saxons. Et c'est vrai qu'on voit aujourd'hui des grands cabinets internationaux qui s'allient avec la start-up de OpenAI qui s'appelle Harvey, qui est très efficace, qui est formidable. On a des avocats, des universitaires, des juristes au quotidien qui travaillent avec des versions gratuites de ces modèles de langage comme GPT-4. Et c'est vrai qu'on a un vrai sujet. Et pour moi, le sujet des biens communs, il est vraiment actuel parce que si on ne fait rien, d'un point de vue géostratégique, on a un risque vraiment de perdre des parts de marché de la civil law. Parce que ce que l'IA amène dans les usages, c'est de rendre le droit beaucoup plus accessible. Et Martin l'a dit, il y a plein d'usages qui arrivent au quotidien. Et puis surtout, nous, si on n'arrive pas, et on est des juristes, et on peut amener comme ça des cultures d'innovation collaborative, en amenant notre patte, en créant des consortiums, on peut arriver à mutualiser de la data. Je prends un exemple très concret. Je sors d'une réunion là pour créer une IA dans le secteur du droit public. Je me suis associé avec une start-up qui s'appelle Delibia. Ils ont entraîné une IA sur tous les actes des collectivités locales. Donc ils les ont scrappés, ils ont récupérés, ils les ont entraînés. Moi, j'amène des algorithmes que des juristes publicistes ont développés via mes solutions no-code. Et on a mis un cabinet d'avocats au milieu pour valider, entraîner, etc. Et on va adresser cette IA à des secrétaires de mairie qui, comme vous le savez peut-être, quand elles prennent des actes en collectivité, 75% sont rejetés au contrôle de la légalité. Là, ça va être très intéressant parce qu'on va créer notre propre IA, alors à partir de modèles de fondation effectivement existants comme Mistral. Et on va pouvoir peut-être prendre une partie de ce marché, on va étendre ce marché déjà, et on va essayer d'être souverain, d'avoir des entités françaises, des startups, des cabinets d'avocats, des directions qui vont prendre ce marché droit public. L'enjeu pour moi est là, c'est vraiment un enjeu aussi déjà géostratégique de traduire la civil law dans l'IA. Et ça, on peut le faire que collectivement à partir des communs. Merci Thomas. Justement, on va rebondir là-dessus pour parler de la façon dont l'IA peut impacter pas seulement les tâches répétitives à faible valeur ajoutée, mais aussi les cols blancs. Et pourquoi j'utilise cette expression, Thibaut, c'est parce que j'ai vu que vous avez fait une étude récente sur le sujet et sur cet impact. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire comment est-ce que cette IA peut impacter les cols blancs et comment peuvent-ils en tirer parti pour optimiser leur productivité et leur rentabilité ? Alors merci beaucoup et merci beaucoup pour l'invitation. Effectivement, alors je suis intéressé à la question à propos de la profession notariale, sur la question de l'influence de l'intelligence artificielle générative sur la profession notariale, avec un constat quand même de départ, c'est qu'il s'agisse de la profession notariale ou des autres professions du droit, des outils existent. Indépendamment d'ailleurs de l'intelligence artificielle, d'aide à la rédaction d'actes, des outils assez anciens, assez performants. Qu'est-ce que cela change ? Cela change les usages possibles offerts par les outils reposant sur l'IA générative. Parler de la révision des contrats, la rédaction de contrats, mais aussi bien d'autres choses. On pense au temps gagné en termes de recherche juridique, avec la possibilité de poser des questions en texte plein avec des réponses et des réponses sourcées
avec un accès direct à la base de données, enfin aux données d'entraînement. On pense aussi à la rédaction plus simple de courriers ou de lettres pour les échanges avec les clients. Donc finalement, on voit que le panel complet de l'activité du juriste peut être couvert par ces outils. Alors la question est celle de savoir si le juriste va être remplacé. Je pense qu'on va être tous d'accord autour de la table pour dire qu'il ne sera pas remplacé. Mais qu'au contraire, c'est une forme de challenge pour le juriste. C'est-à-dire que le juriste n'a pas vocation à entrer dans une sorte de régime d'assistanat, mais a vocation à prendre en main les outils et à en tirer parti et à être capable d'avoir du recul par rapport aux solutions proposées par les outils d'IA générative. Ça pose une question évidemment de formation des juristes à l'IA, savoir ce qu'est l'IA générative, comment elle fonctionne, quelle est sa fiabilité, quels sont ses défauts éventuels, ses biais, afin de pouvoir apporter une patte humaine en plus. Et puis au-delà de l'intelligence technique, il y a l'intelligence humaine, disons, que les juristes apportent en lien avec leurs clients, qui est évident. Et puis un déplacement, je pense, de la place du juriste par rapport à l'IA, c'est-à-dire que le juriste n'est pas seulement celui qui va être utilisateur, mais aussi celui qui va accompagner le développement des outils. Si on est un éditeur juridique, on peut se dire, je vais créer une IA générative pour répondre à des questions à partir de prompts sur une base d'entraînement qui serait la base de textes produits par mes auteurs maison. Je vais pouvoir le faire puisque je dispose des droits d'auteur, mais si je ne suis pas éditeur juridique, je ne vais pas bénéficier de cela. Alors je ne suis pas éditeur juridique, je vais pouvoir m'appuyer évidemment sur les données ouvertes. On parlait de la mise à disposition des bases de données administratives et légales qui fournissent déjà un corpus de données très important. Donc un accompagnement de la conformité de ces outils au droit de la propriété intellectuelle, au droit des données à caractère personnel, en matière de cybersécurité aussi, et donc une évolution aussi des champs disciplinaires qui sont couverts par les juristes. Merci Thibault. Tu voulais peut-être ajouter quelque chose? Oui, merci. Déjà sur les communs, je voudrais vous citer un exemple de commun qui n'a pas l'air de l'être, mais qui est pour autant fondamental. C'est tout ce qui est registre. On peut appeler ça une infrastructure immatérielle, mais on peut aussi appeler ça un commun numérique. Si vous vous dites qu'au lieu d'avoir un greffier avec des petits papiers qui stocke tout ça dans des archives et qui ensuite le met en ligne après l'avoir numérisé, etc., et que directement, via un système interconnecté, vous avez un registre numérique, ce registre, il est privé, il peut être public, mais en vrai, il est commun. C'est-à-dire qu'il sert à tous les acteurs, qu'ils soient publics, qu'ils soient privés, qu'ils soient économiques, qu'ils soient individuels. Et ce registre, c'est aussi le soubassement de la confiance dans les échanges et le soubassement de la capacité de l'économie à croître. Donc on est bien dans la notion de commun. Et la deuxième chose peut-être intéressante dans cette notion de commun, c'est la notion de démembrement. Si vous prenez une donnée, par exemple, vous pouvez dire Thomas, il s'appelle Saint-Aubin. Bon, ça c'est une donnée. Mais en fait, si on décompose de cette donnée, il y a peut-être certains éléments qu'on va pouvoir, en le pseudonymisant ou l'anonymisant, le partager à tout le monde, parce qu'on dit c'est TS. Alors, est-ce que c'est Thomas Saint-Aubin ou est-ce que c'est Thibault autre chose, voilà. Et à l'inverse, on peut dire qu'il y a une partie de son nom qui n'est qu'à lui. Et que donc, j'ai besoin de son accord pour m'en servir, ce que vous disiez, sur ce côté de droit de propriété de la donnée ou droit d'auteur. Donc, la notion de commun, elle a cet avantage de pouvoir naviguer et dépasser cette espèce d'opposition stérile entre public ou privé. Parce qu'on commet beaucoup d'erreurs de jugement et de décision sur ce sujet-là. Et la deuxième chose que je voulais dire sur les cols blancs versus cols bleus, puisque l'expression blanc vient par opposition au bleu, à mon avis, il y a un enjeu décisif que représente l'IA, c'est la nouvelle génération. Parce que qui va être en premier remplacé, aussi bien dans un cabinet d'avocats ou juridique que dans beaucoup d'autres métiers, ce sont les juniors. Parce que le junior, il a besoin d'apprendre avant d'être performant. Donc, à court terme, la machine a plus de chances d'être plus efficace que le junior, mais à moyen terme, elle n'a aucune chance de l'être. Donc ce qu'il faut, c'est comment est-ce qu'on accompagne le junior pour qu'il arrive déjà avec une capacité à comprendre et, si possible, à utiliser des outils d'IA. Auquel cas, embaucher un junior, c'est embaucher une capacité d'IA. Et là, on voit que vous allez valoir beaucoup plus cher sur le marché de l'emploi. Alors que si vous ne comprenez rien au sujet et que ça ne vous intéresse pas, et que l'université ne vous a pas préparé à ça, là, moi, je vais vous dire, tu sais, t'es gentil, mais tes recherches, etc., moi, j'ai un outil qui me coûte 100 € par mois, et qui va puiser dans toute la France en un claquement de doigts. Donc ton stage, je te conseille de le faire ailleurs. Voilà. Donc je pense qu'il y a une vraie question du coup à moyen terme, c'est comment est-ce qu'on forme les futurs juristes et les futurs avocats. Parce que si pendant 2-3 ans, vous galérez pour trouver
voilà, des jobs qui sont intéressants et qui sont formateurs, bah, vous serez moins bon dans 5 ans et dans 10 ans. Vous voyez, c'est mécanique. Donc c'est un enjeu qui est absolument décisif et je trouve qu'il n'est pas suffisamment travaillé concrètement. Parce que c'est bien beau d'en parler, après il faut agir. Donc comment est-ce que l'IA aujourd'hui, à part pour vous permettre de faire vos devoirs l'air de rien avec ChatGPT, comment est-ce que vous apprenez à en faire quelque chose de encore plus incisif ? Et si je peux me permettre de rebondir un instant, c'est vrai que finalement, quand on dit le juriste a intérêt à être bon, bonne maîtrise de la méthode, bonne maîtrise de la capacité à chercher. Finalement, c'est comment on cherche, quelle intuition on peut avoir dans la recherche, et puis la méthode, c'est le raisonnement et la capacité à bien raisonner. Sur les communs, je me permets juste d'ajouter une chose, c'est vrai qu'il y a parfois des blocages encore. On a des données qui sont largement ouvertes, mais si on pense, imaginons qu'on veuille, je prends l'exemple de la profession notariale, entraîner une IA sur des actes courants. Voilà, simplement pour pouvoir faire de la révision ensuite d'actes à partir d'une multitude de situations diverses. On se heurte à des réglementations qui, par exemple, pour les actes authentiques, qui interdisent, qui imposent une confidentialité des actes. Le notaire est tenu au secret professionnel. Les actes sont conservés sur support électronique, mais dans une finalité essentielle de conservation, et seul peut y avoir accès le notaire qui a instrumenté l'acte. Vous voyez, partant de là, les actes en question, en l'état de la législation, on ne peut pas faire travailler d'IA dessus, de modèles de langage dessus. Donc, il va falloir trouver une autre solution. Alors, est-ce qu'on crée des données synthétiques pour entraîner l'IA, pour ensuite pouvoir les utiliser, utiliser le modèle créé dans le cadre de l'activité de rédaction ou de révision d'actes? C'est vrai que c'est un enjeu assez important. Merci Thibaut. Thomas, tu veux peut-être compléter quelque chose? Oui, non, mais on plonge dedans. C'est vrai que, par exemple, moi, ce que j'essaie de faire, c'est, donc vous avez compris, logique collaborative, c'est de réunir des cabinets d'avocats, des directions juridiques, des legal tech ensemble, et c'est de prendre des verticales du droit. L'aspect global, l'IA qui va... C'était marrant, les juristes, quand ils ont commencé à utiliser GPT l'année dernière, ils disaient « Ah, mais en fait, il hallucine ». Oui, mais c'est normal, parce qu'en fait, comment il a entraîné GPT sur les données globales qu'il a scrappées sur le web, et il est éduqué plutôt par des scientifiques américains. Mais quand vous allez avec ce qu'on appelle des RAG, vous allez bien définir sur quelles sont les données qui sont fiables, etc., et que vous allez, je sais pas, par exemple, sur le droit rural, ou le droit fiscal, ou le licenciement collectif, quand vous allez au plus précis, et notre droit est conçu de telle manière, notre droit civil, que c'est comme ça qu'on peut former une IA, là, ça peut devenir très efficace. Et la logique que tu viens de dire, si moi, les consortiums, moi j'aime bien aller par secteur, le droit immobilier par exemple, ce qui nous intéresse beaucoup chez MyLegitech, le droit bancaire par exemple, un des communs, ils ont tous besoin de récupérer les mêmes données. Donc vous allez avoir les données européennes, vous allez avoir les données françaises du JO, mais vous allez avoir les données des AMF, l'autorité des marchés financiers, qui ne sont pas très bien structurées. Puis vous allez avoir de la doctrine. Et puis vous allez... Et donc tout ça, en fait, aujourd'hui, ils essaient tous de le faire chacun de leur côté. Et en fait, maintenant, ils se rendent compte qu'ils pourraient mutualiser déjà du scrapping, du traitement, parce qu'ils ont besoin des mêmes sources de données. Et là, on parle de compétitivité des directions juridiques bancaires françaises. Donc c'est intéressant. Et nous, on est là pour essayer de constituer ces consortiums. Et après, sur les données privées, parce que quand vous voulez faire une bonne IA, il y a toujours des données publiques et des données privées, c'est ce qu'on appelle un RAG. Les données privées, effectivement, on va pouvoir entraîner sur ce qu'on appelle les données d'entraînement. Donc on va dire, ça c'est compliqué à faire comprendre ceux d'entre vous qui seront en poste en DJ, en cabinet d'avocat. Nous, les legal tech, quand on arrive, on dit, mais en fait, on ne va pas mutualiser tes données dans une grosse base de données de toutes les banques. Non. En fait, on va mutualiser des données d'entraînement. Moi, ce qui m'intéresse chez MyLegitech, c'est quand une banque, elle rend tous ses contrats dans notre logiciel, c'est de savoir quelles sont les données stratégiques qu'elle veut piloter. Mais en fait, moi, je ne les connais pas, les contrats de financement bancaire. Et en fait, la BNP, la Société Générale et Natixis, ils ont tous à peu près besoin, l'information stratégique qu'ils cherchent en pilotage, c'est à peu près la même. Donc c'est intéressant déjà de faire un commun, c'est des ontologies droit des contrats français. Et on va dire, en général, en droit financement bancaire, voilà ce qu'elle cherche. Et là, on va éduquer l'IA pour dire, quand je te fais entrer ces contrats-là, tu vas chercher ça. Et vous voyez, c'est vraiment très, très intéressant aussi d'être dans cette logique de consortium. Mais on a du gros travail parce que, historiquement, la culture des communs, elle n'existe pas chez les juristes. Et dans la tech, elle existe. Mais dans les juristes, quand il faut mutualiser de la data, de l'intelligence, tout ça, c'est très compliqué. Et donc, on en parle souvent, le juriste augmenté, il doit faire preuve de soft skills. Il doit savoir expliquer ça et être pédagogue. Si je peux peut-être rebondir là-dessus, la table ronde précédente parlait de ça d'ailleurs, sur est-ce que les avocats doivent bosser que pour les avocats et puis les notaires que pour les notaires, puis chacun dans son couloir. Pour moi, c'est une énorme erreur. Et ce que décrit
Thomas. Il faut un container, il faut une palette, il faut une sorte de standard comme ça qui va être capable de faciliter la vie et de devenir une forme de commun. Or, la palette, typiquement, c'était une entreprise privée à la base. Mais il y a d'autres standards qui viennent de l'État. Donc il faut construire ce commun, et je pense qu'il ne faut pas le construire petit métier par petit métier. Je suis provocateur exprès. Ce n'est pas petit par la noblesse, c'est petit par la taille. Si on raisonne sur le marché du droit, en incluant par exemple les promoteurs immobiliers, en incluant tout un tas d'acteurs qui font du droit, les agents immobiliers par exemple, ils ont aussi besoin d'un certain nombre de choses. Donc avoir cette espèce de container de la data qui peut à la fois entraîner l'IA et à la fois ensuite, via des API, pouvoir dialoguer, là on va vraiment accéder à un niveau d'organisation de l'information juridique et judiciaire qui va être extrêmement intéressante. Et qui, à part un juriste ou un avocat, va être capable d'interpréter ça et d'en tirer de la valeur. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'il y aura 4 fois plus de juristes et d'avocats dans 20 ans si on est capable d'aller sur ce chemin qu'aujourd'hui. Donc ce n'est pas du tout une menace. Et je voudrais juste, parce qu'il y a quand même le mot rentabilité dans la troisième question que tu nous as posée, on parle toujours de l'IA comme un gain de productivité. On va faire plus vite, on va faire mieux, on va faire plus vite, on va faire mieux. Mais n'oubliez pas que vous bossez pour des clients. Donc utilisez l'IA pour vos clients. Vous allez en réunion, vous enregistrez la réunion avec l'accord de votre client, et à la fin, grâce à des outils d'IA, vous avez un résumé. On vous demande, vous voulez un résumé de 1 minute, de 3 minutes, de 10 minutes ? Et il y a juste besoin de le relire, vous envoyez à toutes les parties, voilà ce qu'on s'est dit. Mais là, bah oui. Et par ailleurs, vous allez voir que les gens vont raconter beaucoup moins de conneries en réunion. Parce qu'ils savent que ça peut se retrouver à l'arrivée noir sur blanc. Donc ça va être plus efficace aussi. Ça, c'est un exemple extrêmement concret. Deuxièmement, qui détient les données juridiques du cabinet, du client ? Généralement, c'est l'avocat, qui parfois a même plus de données et plus d'informations juridiques que la direction juridique elle-même. Parce que ça fait 30 ans qu'ils accompagnent la boîte, alors que la direction juridique a changé tous les 5 ans. Donc comment valoriser ça au profit du client ? Pouvoir lui faire un reporting, pouvoir lui montrer des tendances, pouvoir lui montrer des évolutions juridiques, pouvoir lui montrer ses menaces, ses risques. Il y a des outils d'IA qui sont capables de faire ça. Et je vous passe tout un tas d'autres outils, mais vous voyez ce que je veux dire ? Ne soyez pas que tournés par comment l'IA va m'aider moi dans mon quotidien, c'est qu'est-ce que l'IA peut faire pour mon client. Et vous allez voir que c'est beaucoup plus intéressant aussi pour aller chercher de la rentabilité. Et à la limite, vous allez peut-être travailler moins bien dans un premier temps, parce que mettre de l'IA pour le client, vous allez voir que c'est beaucoup de boulot et beaucoup d'argent à investir aussi, mais la valeur créée sera très supérieure. Donc, ayons les deux raisonnements. Merci Martha. Cette conférence, c'est aussi un vade-mecum. Donc, nous allons voir à présent les aspects pratiques pour illustrer un petit peu tout ce qui a été dit par les différents participants. L'usage notamment des données ouvertes, comme nous disait Thomas tout à l'heure, qui peut être utilisé pour entraîner l'intelligence artificielle. Le fait de générer des réponses juridiques de manière instantanée avec ces données, ou encore de générer plus de profits, par exemple, en faisant des consultations sous une certaine forme qui peut être vendue aux clients. Et c'est ce que je vais vous présenter avec ma solution qui s'appelle Chat Legalia, parce qu'on a travaillé sur tous ces aspects-là. Et ça va être l'occasion de vous montrer qu'il n'y a pas qu'un seul usage possible. Il y a plusieurs cas d'usage possibles, tant en matière de génération de texte qu'en matière de génération d'images. Donc on va commencer par exemple sur l'exemple dont parlait Thibaut, qui est un assistant juridique qui répond aux questions. Alors Mathias va poser une question juridique à l'assistant, qui va répondre et qui va travailler de concert avec une base de données. Peut-être, pour aller dans le même sens, sachez qu'avec l'IA, on peut combiner du texte, donc voilà, exactement ce genre de choses, qu'on peut ensuite insérer dans une présentation qui a elle-même été générée par l'IA, et qui peut donc combiner à la fois l'image et le texte. Donc ça peut vous permettre d'avoir un document de rendu final sans avoir vraiment besoin de passer les heures que l'on passe habituellement. Donc là, j'imagine que c'est ce qui va se passer, puisqu'il doit y avoir des modèles à l'arrivée. Ensuite, il propose 2 infographies. Donc là, c'est la première, là, c'est la deuxième. Et ensuite, on peut régénérer. Il y a comme ça plusieurs modèles. Voilà, donc là, il propose 2 autres infographies différentes, dans des styles différents et des couleurs différentes. Alors, pour ce dont tu viens de parler, effectivement, est le 4e service qui permet de générer des présentations de slides. Et là, c'est pareil. Donc, si on n'a pas une trop mauvaise connexion, parce que là, pour le coup, comme il y a quand même plus de texte, parce que c'est plusieurs pages de slides, on lui donne un texte et sur la base de ce texte, il génère toute une présentation avec des photos, des images, des titres. L'utilisateur, et ça se fait en 3 minutes. L'utilisateur peut ensuite intégrer son logo, il peut l'exporter en PDF pour présenter tout de suite clé en main, donc plus besoin de passer des heures à préparer une conférence. Ou il peut l'éditer en PowerPoint s'il veut modifier un texte,
ou des images, mais en somme, l'IA va l'aider à faire plus de 90% de son travail de préparation d'une présentation. Là où quand on parle avec les directions juridiques, par exemple, plusieurs des directrices juridiques, on en a une qui a témoigné, qui disait, moi, pour faire une présentation, j'en ai pour une demi-journée et parfois jusqu'à 3 jours, le temps de préparer mon texte, de l'organiser, de le rendre impactant et de le mettre en image, parce que je ne suis pas graphiste. Pour avoir une présentation qui soit à peu près propre, ça me prend beaucoup de temps. Là, ça ne va plus être le cas. C'est un vrai besoin de plus de communication de la direction juridique qui en permanence doit vulgariser, synthétiser les réformes. Et elle a rarement le temps de le faire et du coup c'est le droit qui est plus accessible. Et donc ce genre d'utilisation, par exemple, je parlais tout à l'heure du fait d'avoir un cabinet d'avocats et de communiquer avec ses clients. Si je fais une consultation avec un client sur un sujet donné et qu'en partant, je lui donne soit une infographie, soit une présentation slide qui va lui servir de support pour qu'il puisse le reconsulter par la suite, pour moi, je peux le facturer, ce service en plus, puisque je n'ai pas fait juste la consultation orale, je n'ai pas forcément pris plus de temps pour rédiger cette consultation. Et comme j'apporte une valeur ajoutée avec ce support, ça me permet de rentabiliser davantage ma prestation. Je voulais, oui, peut-être apporter un complément, parce qu'on fait souvent l'erreur de penser que c'est ce type d'outil qui va tout faire. Si vous ne savez pas ce que vous cherchez, si vous ne savez pas dans quel ordre vous voulez le présenter au client, il va rien vous aider, cet outil. Parce qu'il va vous proposer en fonction de la question que vous posez. C'est ce que vous disiez, Thibaut. Donc, sur le plan juste logique, il faut bien se dire qu'est-ce que je veux à l'arrivée comme rendu. C'est quoi mon objectif? Est-ce que je veux 10 slides? Est-ce que je veux 20 slides? Est-ce que je veux faire qu'un cours de droit? Est-ce que je veux faire telle et telle chose? Parce que c'est en fonction de la commande que la livraison va arriver. C'est comme si vous faites vos courses. Si vous n'avez pas commandé de poivre, vous n'aurez pas de poivre à l'arrivée. Sauf si vraiment vous avez du bol et que l'erreur a été favorable. Mais là, c'est un peu pareil. Donc il faut bien définir votre besoin et l'objectif de votre commande. Et ensuite, vous allez passer commande à votre outil ou à d'autres outils qui peuvent exister ou en combinant différents outils. Mais il faut être très clair sur ce que vous cherchez. Et c'est ça qui est difficile. C'est non seulement de savoir ce qu'on veut et ensuite, comme on l'a déjà dit, la qualité de votre donnée. Je vous déconseille fortement d'utiliser des outils d'IA grand public, gratuit. Parce qu'on n'a peut-être pas assez insisté, mais comme on est dans la partie très concrète, je vous le déconseille au sens où je vous l'interdis même. En conseil d'amis. Pourquoi? Parce que tout ce que vous mettez dans la machine, tous les autres utilisateurs vont y avoir accès. Parce que c'est ça qui est intelligent dans le modèle d'OpenAI pour eux, c'est que c'est gratuit, allez-y, servez-vous-en. Tout le monde s'en sert, donc met de la donnée dedans qui vient alimenter le stock de données sur laquelle ChatGPT se base pour répondre. C'est pour ça que GPT-5 qui va être très fort en droit français, parce que vu comment on l'a entraîné. Voilà. Mais donc faites gaffe au type d'outil que vous utilisez pour ne pas vous faire aspirer vos données, qui accessoirement ne sont pas que vos données, mais aussi celles de vos clients. Il a fait les slides. Oui, alors donc il a généré les slides. Il fait 2 propositions, vous voyez, c'est propre, avec les textes, les titres, les images. Et donc tout ça est éditable. Les photos, vous pouvez les changer, les textes, vous pouvez les changer. Vous pouvez ajouter votre logo. Donc là, c'est une première proposition avec 2 modèles. Et en régénérant, il peut en proposer plusieurs autres. Comme ça, chacun y trouvera ce qu'il souhaite. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin dans la présentation, il est 16h05, mais sachez juste qu'il y a un 4e service, je peux peut-être juste montrer à quoi il ressemble, qui s'appelle le multitâche, le génie d'Aladin, avec 600 mini-assistants sur des domaines tant professionnels que personnels. Sur les domaines professionnels, qu'est-ce qu'on peut avoir? On peut avoir des problématiques de gestion de communication. Comment est-ce que je rédige un blog, un post sur LinkedIn pour qu'il soit impactant pour poster l'article de blog que je viens de rédiger. D'ailleurs, rédige mon article de blog au passage sur ce thème. On peut se dire, tiens, je prends la parole en public, quels sont les tips que je peux mettre en œuvre pour avoir une prise de parole qui soit la plus éloquente possible? Ou encore, gestion de clients difficiles, les avocats connaissent ça, et gestion de crise, il a un mini-assistant sur chacune de ces problématiques-là. Et puis sur le plan personnel, parce que la vie, c'est pas que le travail. Il y a aussi toute une série de mini-assistants qui peuvent vous aider pour gérer les problèmes d'insomnie, de bien-être, les relations amoureuses. Et si vous n'avez pas d'amis, il y en a un qui s'appelle mon meilleur ami. Voilà. Donc, oui. Mais justement, vu que le débat, c'est aussi... Enfin, je pense qu'il y a des gens dans la salle qui sont peut-être intéressés de créer leur propre IA, tout ça. Est-ce que tu peux nous faire un retour d'expérience où toi, tu as pris un moment la décision de rentrer dedans, de créer un produit, comment c'est passé, quelles équipes? Avec plaisir, mais avant ça, je voulais juste te dire une petite chose par rapport à quelque chose que Martin a dit tout à l'heure quand il disait la demande est importante parce que sinon il y a un risque d'erreur, c'est vrai, mais tout dépend aussi de l'outil qui est utilisé. Par exemple, le génie d'Aladin, c'est ce qu'on appelle un multi-agent.
C'est-à-dire que c'est un agent qui crée des agents dédiés. Et ces agents dédiés font un comité, se consultent entre eux pour répondre à une question. Ça veut dire que si tu lui poses une question qui est mal posée, par exemple sur ChatGPT, si votre question est mal posée, la réponse, effectivement, elle n'est jamais très satisfaisante. C'est pour ça que beaucoup de gens qui ne savent pas utiliser ChatGPT se découragent assez vite. Là, avec le système du multi-agent, si la question est mal posée, avec son comité, il va prendre un agent qui sera un ingénieur expert en prompt engineering. Si la question concerne l'informatique, il va prendre un agent qui est expert dans la technologie concernée, et tous ces agents vont se consulter pour que lui réponde correctement de façon instantanée. Pour répondre à ta question, Thomas, ça fait 1 an qu'on travaille sur ce projet, avec une équipe de 30 personnes. C'est très difficile. On a rencontré beaucoup de challenges, et on en rencontre encore aujourd'hui, même c'est une version bêta, parce qu'il y avait plusieurs sujets. Il y a les sujets déjà de collecte de données. C'est déjà un challenge. Nous, quand on a commencé à collecter la donnée l'été dernier, parce qu'on a commencé ce projet l'été dernier, il y avait l'API de Légifrance qui venait de sortir. Mais elle venait de sortir, donc pas de documentation. Donc, elle était en down tout le temps. Enfin, down, c'est-à-dire qu'on ne sait pas trop pour une raison X ou Y, tout a disparu, en fait. Et, donc, il faut un super travail, les collègues. Le service public de la donnée est très nouveau encore. Bon, maintenant, je suppose que ça a changé, hein, mais c'est un peu le problème quand on utilise les choses en premier, on se retrouve à aussi subir les premiers bugs. Et donc, ça nous a obligés à le faire à l'ancienne, comme les éditeurs le faisaient avant, c'est-à-dire à aller vraiment collecter les données en format XML. Donc, c'est un format barbare, parce que derrière la donnée, il faut la nettoyer, il faut la travailler, il faut l'organiser, enfin ça. Et tout ça, c'est très important, parce que si votre donnée, elle est mal nettoyée, par exemple, l'IA, elle ne pourra pas bien l'utiliser. Donc, le challenge de la collecte et du nettoyage et de l'organisation des données, c'était un vrai travail sur lequel on a mis 2 data analystes qui ont vraiment bossé dur pour mettre ça au propre. Je peux juste réagir là-dessus. Oui. Quand je disais tout à l'heure le choix qu'on a fait, l'État, en 2014, entre une licence virale et ouverte, si ça avait été viral, on aurait pu mutualiser l'investissement. Donc tout le monde a fait nettoyage de la donnée, etc. Et ainsi permettre aux avocats, aux DG, aux Legal Tech de profiter de l'investissement qui aurait été mutualisé au niveau de l'État. Ce n'est pas le choix qui a été fait. Donc en fait, tout le monde a fait le même investissement. Tout le monde en concurrent. Complètement idiot d'un point de vue compétitivité du droit français international. Donc j'espère qu'on ne fera pas les mêmes erreurs sur l'IA. Tout à fait. Alors, je check un petit peu le temps parce que je pense qu'il y aura des questions et que notre ami Arishan va aussi nous faire un témoignage, un retour d'expérience. Mais j'aurai l'occasion de parler avec ceux qui le souhaitent après de toutes les étapes qu'on a dû franchir et qu'on gère encore aujourd'hui. Mais Arishan a aussi, je pense, des choses à nous partager par rapport au point de vue estudiantin et aux autres usages possibles de l'IA qui vont bien au-delà du droit. Merci beaucoup. Je vais rebondir sur ce que Martin a indiqué auparavant. Je vais prendre la casquette d'étudiant, mais également d'administrateur de l'Université Paris-Panthéon-Assas. L'intelligence artificielle, c'est quelque chose d'assez nouveau pour le grand public. C'est assez récent, ça date de ChatGPT pour nous. L'IA, comme Martin l'avait dit, on ne l'utilise pas du tout pour nos devoirs parce que ça ne marche pas. On a essayé, mais bon, ça n'a pas été fructueux. J'aurais bien aimé. Mais néanmoins, il faut savoir qu'à Assas, on a quand même quelques avancées. On a l'une des rares DU. Un DU, c'est un diplôme universitaire spécialisé sur le legal tech. Quelque chose qui est quand même assez rare. Comme Martin, on revient beaucoup sur Martin. Il nous a indiqué qu'un enjeu qui est primordial dans les années à venir, ça va être la formation de la nouvelle génération. Si on arrive à avoir des collaborateurs dans les cabinets qui soient au fait des enjeux du numérique et comment utiliser l'intelligence artificielle, on va pouvoir réussir à économiser des mois, et notamment de l'argent sur la formation de ces nouveaux collaborateurs et aussi pouvoir utiliser de manière plus efficace les outils qui peuvent se présenter au sein de la structure. Et donc c'est là-dessus qu'intervient en fait la formation universitaire et la formation académique de nos étudiants. Il faut savoir que dans le cursus classique de licence ou même de master, on n'a aucune approche sur l'IA et l'intelligence artificielle, ou même ne serait-ce que pour tout ce qui touche à l'informatique, on n'a pas de formation sur ce domaine-là, ce qui est un point faible et qu'il faudrait essayer de revoir, de remanier. Mais néanmoins, on a quand même des formations toutefois qui sont vraiment orientées sur les nouvelles technologies, sur les droits des nouvelles technologies, qui est quand même assez important, qu'il faut réussir à valoriser. Et l'organisation d'événements comme aujourd'hui, de cette take-up légale à ça, c'est aussi une façon de valoriser les legal tech au sein de la communauté étudiante et aussi en fait tout simplement de la communauté universitaire pour informer au plus grand nombre de personnes que c'est un domaine dans lequel les étudiants et les nouveaux peuvent s'orienter parce que c'est quelque chose qui est presque inconnu du public. À Assas, la majorité des étudiants, quand ils font du droit, veulent s'orienter en droit des affaires. Surtout
au sein de notre maison, mais néanmoins, organiser des événements comme celui-ci peut nous permettre de valoriser en fait ce que vous faites tous au quotidien et qui est malheureusement très peu connu et très peu promu au sein d'institutions comme les nôtres. Et donc, il faut savoir que l'IA chez nous, c'est pas du tout notre quotidien, mais néanmoins, on essaye d'y faire face et d'avoir vraiment une colonne vertébrale avec une formation qui soit digne de ce nom. Et Assas en est la pionnière. Avant qu'on passe aux questions du public, est-ce que l'un d'entre vous souhaite ajouter quelque chose en conclusion? Non. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions dans le public? Merci. On a très peu parlé des magistrats et de l'apport que peut apporter l'intelligence artificielle aux magistrats, ainsi qu'aux professions parajuridiques qui travaillent avec les magistrats. Je pense aux OPJ, je pense également aux huissiers de justice. Je comprends que les outils qui nous sont proposés sont quand même plutôt orientés vers le conseil et peut-être moins vers le contentieux, ou en tout cas, à l'heure d'aujourd'hui, vers l'assistance à tout ce qui est effectivement aux magistrats. Est-ce qu'un jour, on pourra utiliser l'intelligence artificielle, par exemple, pour déceler des vices de forme, des vices de procédure qui font tomber souvent des instructions? Je pense également au QPC. Est-ce qu'on pourra utiliser l'intelligence artificielle pour purger très rapidement des QPC, des questions de conformité à la Constitution? Et au final, pardon, je finis. Je suis également diplômée d'Assas, et à Assas, on nous a appris énormément l'esprit critique. Donc, je continue je poursuis mon champ de réflexion, qui est de dire, est-ce que finalement l'intelligence artificielle servira plus à vérifier la conformité plutôt qu'à la négociation, où là, dans la négociation, on fait toujours appel quand même aux émotions, à des positions qu'on ne peut pas changer, parce que ce sont des positions qui sont humaines, des postures qui sont humaines, qu'on ne peut pas changer et qu'on ne pourra pas régler par l'intelligence artificielle. C'était ma première question. Merci. Bon, sur intelligence juridique, intelligence humaine, je laisserai mes voisins vous répondre. Sur la question des outils d'aide à la décision des magistrats et plus généralement, vous parliez des OPJ, on peut penser aux greffiers, commissaires de justice et autres. Déjà, il y a des outils sur les aspects contentieux qui existent. Il y a eu un projet du ministère de la Justice, DataJust, de barémisation en matière d'indemnisation des dommages corporels. Il y a une réflexion, notamment à l'ENM, il y a eu un projet de recherche mené sur la question de la place des outils d'aide à la décision en matière de rédaction des décisions de justice, avec, vous savez, une limite qui existe dans la loi de 78, c'est l'interdiction de la prise de décision exclusivement, de la prise de décision automatisée en matière de décision de justice, dès lors qu'il y a une évaluation du comportement de la personne concernée. Donc il y a des réflexions, et je pense qu'on y viendra. Enfin, ce sont des outils de vérification qui sont des outils qui ne sont pas très difficiles à concevoir. Une remarque, Claudette, on parle de l'écosystème français, je pense écosystème de recherche italien, Claudette, projet de l'Université européenne de Florence, sur la détection des clauses abusives dans les contrats. Vous pouvez regarder, l'outil est disponible sur Internet avec un taux de réussite assez important sur la détection des clauses abusives à partir de l'étude des termes, n'est pas responsable, avec engage sa responsabilité si, voilà, des termes qui permettent de déterminer les hypothèses dans lesquelles le professionnel, par exemple, limite ou restreint sa responsabilité ou l'exclut, qui pourrait être qualifié de clause abusive. Je vous laisse y jeter un coup d'œil. Merci beaucoup. Moi, je vais avoir des propos moins politiquement corrects, mais parce que j'ai passé 10 ans à la justice et à la fin, j'ai démissionné. Pourquoi ? Parce que le ministère, en fait, il devrait être la première legal tech en France. Il a tout, il a même le budget. Sous le président actuel, quand il a pris ses fonctions, il y a eu 600 millions d'euros pour l'administration de la justice. Qu'est-ce qu'on en a fait ? On n'a pas tellement progressé. Le ministère, il a une dette technologique qui est énorme. Il a été un des premiers à se numériser. Les juges avaient vraiment beaucoup d'innovations dans les années 80-90. Mais par contre, maintenant, une dette technologique, et c'est très compliqué. Vous savez, au niveau de l'État, il y a eu un programme qui s'appelait « Dites-le nous une fois ». En fait, à un moment, on a arrêté de mettre des systèmes d'information partout. On a dit, maintenant, on va voir où est la data. Et en fait, vous voyez, moi, j'ai travaillé sur France Connect, service public. On va arriver, et puis, on va aller agréger la donnée, et on va partir de l'utilisateur. C'est ce qu'on fait au niveau européen avec le DGA Act et les data space. Le problème, c'est qu'à la justice, déjà, il y a la gouvernance de la donnée est extrêmement complexe.
Et j'ai envie de dire aussi, et là je suis un peu provocateur, mais on a été reçus par des gardes des Sceaux, on se dit mais en fait on a un bel écosystème en France de Legal Tech, on ne travaille jamais avec eux. Alors nous on leur dit c'est pas grave, on va dans des pays francophones, on va en Afrique, on va en Belgique, on bosse avec les Québécois qui ont fait la très bonne idée de faire des biens communs numériques qui s'appelle cyberjustice, entre le barreau, les notaires, les huissiers et la justice. Et nous chacun est là, RPVJ, RPVA, RPVL, on essaie de connecter, c'est une catastrophe. Et en fait on n'arrive pas à travailler nous avec le ministère, pourquoi ? Il n'y a même pas de start-up d'État. C'est-à-dire qu'à chaque fois, c'est des gros marchés publics de 60-70 millions d'euros. On en a certains, comme Cassiope, on a dépensé 70 millions, il n'y avait rien au bout. C'est une catastrophe. Il ne faut pas me lancer là-dessus, mais c'est une catastrophe. Il faut absolument que ça bouge. Un tout petit complément, parce qu'on en revient encore à cette notion de commun, mais fondamentalement, c'est une question politique. Qui doit décider de quoi ? Si chacun reste dans son couloir, il ne se passera rien. Enfin, si, il va se passer un truc. C'est que les Américains, avec leur common law, vont tout rafler. Parce qu'au final, c'est eux qui auront plus de moyens que nous de traiter la donnée. Et en fait, la donnée, elle est où ? Elle n'est pas que dans l'État. On a tous un peu de données juridiques. Et petit à petit, toutes ces données vont être de plus en plus accessibles. Et elles vont être de plus en plus triées par d'autres outils que les nôtres. Donc, tant qu'il y a les magistrats d'un côté, les avocats de l'autre, Assas d'un côté, la Sorbonne de l'autre, et j'en passe et des meilleurs, il ne se passera rien. Mais ce n'est pas le secteur du droit qui va en tirer profit. Et moi, ma grande crainte, moi qui suis étudiant à Assas pour ma thèse, mais qui ne suis pas juriste, parce que je suis en économie, ma crainte en tant que citoyen, c'est de me dire, pour moi, c'est le droit entier qui est un bien commun. C'est pas tel ou tel truc, c'est le droit est un bien commun. Et le droit en économie, c'est aussi un coût de transaction. C'est-à-dire, moins le droit est cher, et plus on peut résoudre des conflits rapidement pour pas cher. Et donc, ça facilite tout le fonctionnement économique général. Donc, notre intérêt à tous, c'est que la justice et le droit soient efficaces. Pas au niveau de la rapidité, mais surtout au niveau de la qualité de la décision. Donc, tant qu'on a une grande chaîne avec 200 maillons qui se font tous la lire les uns les autres, c'est très compliqué. Et on n'a pas cette efficacité. L'IA, pour moi, c'est l'opportunité, enfin, de faire un plan IA qui ne soit pas un plan IA Maus pour tout le monde, comme le propose le président, où on ne sait pas vers quoi ça va aller, finalement, tout cet argent, à part à quelques boîtes privées qui vont embaucher beaucoup de devs. Moi, j'aimerais un plan IA justice. Il arrive. Il est dans les... Là, c'est pour ça que je disais, c'est le moment. Je savais que tu avais beaucoup d'argent. Il y a pas mal d'argent, il arrive. Il y a une grande entreprise française qui est prête à régler les innovateurs. Donc, il arrive et tous les projets d'étudiants, ça sont aussi les bienvenus, parce qu'on a besoin de cette force-là. Malheureusement, nous arrivons au terme de cette conférence. On a même dépassé le temps qui nous était imparti. Je vous remercie à tous pour votre attention. De toutes les manières, tous les intervenants sont à votre disposition pour répondre à vos questions. Et venez sur notre stand, n'hésitez pas à prendre une petite coupe de champagne et manger quelques petits fours. On aura l'occasion de discuter plus avant. Merci beaucoup. Merci aux intervenants.